Acteur bien sûr, mais aussi chanteur et musicien de jazz tout à fait remarquable, Guy Marchand promène ses talents polymorphes de la scène à l'écran depuis près de 40 ans. Rare en confidence, il a bien voulu ce soir nous laisser rentrer dans les arcanes de sa carrière et les secrets de son cinéma. Dans le cinéma de Guy Marchand, c'est maintenant. Guy Marchand, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Oui, j'ai accepté, mais je suis invitation. ravi parce que je suis le seul acteur. Ça, c'est le rêve de Steve McQueen. Où tout le monde s'occupe de vous. Puis tout seul, sans autres acteurs. Ça, c'est merveilleux. Dans le fond, on a l'impression que c'est vous qui vous prenez le moins au sérieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non. Non, non, je suis pas plus cool. Je suis peut-être plus zen, mais pas plus cool. Et plus zen, vous l'êtes devenu avec le temps, ou vous êtes entré comme ça dans cette carrière un peu... Je suis entré à reculons. Oui. Je suis un petit peu touriste dans ce merveilleux métier. Donc vous aviez le goût déjà de ce que vous voyez. Est-ce que vous disiez à ce moment-là que vous seriez un homme de scène? Non, parce que j'aime les films, j'aime regarder les films des autres. Donc, le fait de faire du cinéma, c'était une façon de m'approcher encore plus de l'écran. Et d'entrer dedans. Vous aviez quel âge à ce moment-là où vous faisiez vos facéties avec votre ami Oh non, on se connaît depuis 65 ans, 60. Vous étiez de grands adolescents. Oui, on est né dans des quartiers très populaires. Bon, maintenant, on est toujours pour le peuple, mais on ne veut pas vivre avec. On a changé d'arrondissement. Mais Belleville, pour moi, c'est un endroit magique. Mais comme tous les adolescents, vous vous êtes quand même demandé un peu ce que vous alliez faire, ce que vous alliez devenir. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, quand je vois cet écran, quand je vois cette lumière, je pense qu'il y aura peut-être une place pour moi dans cet univers-là? Non, je pensais que c'était l'univers de la musique qui m'intéressait. Je voulais être Sinatra. Et depuis, mon ambition n'a cessé de grandir. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique. C'est-à-dire, mon papa, qui était ferrailleur, garagiste, tout ce qu'on veut, rue de Belleville, m'a apporté un jour une clarinette alors que je voulais jouer de la trompette. Donc, j'ai commencé à jouer de la clarinette. Mais vous êtes entré dans la formation musicale, vous avez appris la musique dans les livres ou sur les lutrins. Avec un gardien de la garde républicaine qui jouait de la clarinette dans la rue du Pré-Saint-Gervais. Mais non, petit à petit, j'ai appris tout comme ça, sur le tas. Les danseuses m'ont appris à danser, les musiciens m'ont appris le solfège, et les acteurs, les actrices m'ont appris, bon, qu'il fallait dire son texte à action et pas à moteur, quoi. C'est vraiment sur le tas, sur le tas. D'ailleurs, vous vous définissez vous-même plutôt comme un chanteur qui parle juste, dites-vous dans votre autobiographie qui s'appelle Le Guignol des Buttes Chaumont, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Un chanteur qui parle juste plutôt qu'un acteur. J'admire énormément les comédiens, les acteurs aussi, bien sûr, mais comment dire? Parce que je ne veux pas avoir l'air d'un faux modeste. Les modestes ont toutes les raisons de l'être, hein, entre nous. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose qui me faisait rire, parce que Jules Renard dit « Question modestie, je crains personne ». Donc, il ne faut pas attaquer sur le plan de la modestie, c'est une espèce de protection. Dans le cinéma, j'ai attaqué le cinéma franchement comme une vieille Anglaise qui visite les Indes. C'est-à-dire, j'y croyais. Donc avec curiosité. J'y croyais pas, oui. Au départ, c'est Jean-Christophe Averty qui m'a fait jouer des espèces de comédies musicales. Et alors, un peu jouer justement de toutes vos gammes, de la musique, de la chanson, de la danse. Voilà, voilà. Et puis petit à petit, on a oublié le chanteur, un peu pour
enfin, on a fait ça pour Gabin, on a fait ça pour Bourvil, on a fait ça pour... Oui, qui ont tous commencé tous des par chanteurs, le music hall. Gabin, music hall, Folie Fernandel, plein de chanteurs. Je dis pas... C'est plus difficile, il me semble, de faire le chemin inverse. On y arrive, hein, Reggiani, merveille de chanteur. Montand. À Montand, c'était commencé avant de faire les portes de la nuit, il a fait les portes du music hall. Ouais. C'est sûr. Alors vous parliez de Jean-Christophe Averty il y a un instant. C'est mon père spirituel. Eh bien, votre père spirituel vous a fait, je crois, vous allez nous en parler à l'époque, en 71, un très beau cadeau en vous proposant d'interpréter le rôle de Al Jolson. Oui, et voilà. When they hear a little bit of ragtime melody, it seems I hear them singing, I see them bucking winning, banjos ringing, my heart is clinging to the Mississippi, dear old Mississippi. That's where I was born, on the Mississippi, where those boats go puffing along. When they hear a little bit of ragtime melody, it seems I hear them singing, I see them bucking winning, banjos ringing, my heart is clinging to the Mississippi, dear old Mississippi. That's where I was born. Alors, rappelez qui a été ce personnage, puisque en France, en tout cas, les gens l'ont oublié. Premier acteur du parlant. Ben voilà. C'est le premier film parlant que mon père a vu. Et il me l'a montré. Et avant qu'on me propose ça, je chantais déjà un peu dans ce style, puisque j'étais dans un orchestre de jazz, et je chantais I'll be down to get you in a taxi, honey, you better be ready, half past state, my dearie, don't be late, I want to be there when the band starts. Toute cette espèce de chanteurs sans micro qui chantaient dans le pif, comme ça. Ah, ça, c'était toute mon enfance. Mais on parlera surtout de l'enfance, parce que qui a motivé le cinéma, la musique, tout ça, c'est l'enfance. Hein, et votre carrière après, vous le disiez, ça a été l'envie de vous rapprocher un peu de tout ça, d'entrer, non pas dans la lumière, mais dans ce monde. Tout est automatique, réflexe. Il n'y a pas de plan. On vous propose de la musique, on vous propose tout d'un coup d'arrêter de chanter, puis de jouer la comédie, avec une autodéfense en permanente. J'ai toujours refusé de souffrir dans ce boulot. Je voyais les gens tellement souffrir. Vous avez refusé des personnages qui vous paraissaient trop loin de vous? Ah non, oh ben non, je pouvais faire tout ce qu'on voulait. Non, mes maîtres, vous savez, j'en parle jamais au passé. Je parle jamais au passé des acteurs. Pour moi, le cinéma, il n'y a pas le passé. Quand je regarde, j'ai pas de nostalgie. Le film, c'est le présent. Si je regarde même ça, c'est le présent. Je ne vais pas être envahi d'émotions. Dans la mesure où c'est le présent. Je ne parle pas au passé de Michel Serrault, qui est mon meilleur ami. Je ne passe pas au passé de Philippe Noiret, qui pour moi est un grand acteur. C'est l'avantage de ce boulot. C'est que l'image est intemporelle. On meurt, mais on ne vieillit pas. Quand vous avez dit que vous vous êtes éloigné, enfin vous vous êtes empêché de souffrir, ça signifie par exemple que vous n'avez pas voulu travailler avec des gens difficiles ou notoirement difficiles? Oh non, parce que franchement, j'ai souffert avec personne, même avec Piala. J'allais le dire, Piala par exemple. Piala, il ne m'a pas fait souffrir du tout, il m'insultait, je l'insultais. Bon. Il m'a dit quelque chose de très drôle d'ailleurs. Un jour, il m'a dit je savais que tu étais un boxeur raté, je savais que tu étais un chanteur raté, mais maintenant j'ai la preuve que tu es un acteur raté. Bon, ça m'a fait rire. Je l'aimais bien. Lui, il lui fallait ça. Le bonheur était pas un interdit. Un contexte de création. Il fallait la haine et l'adversité. Voilà. On se souvient du on était malheureux. Du bras d'honneur au Festival de Cannes. Ouais, bon, on s'en fout. Moi, j'aimais bien le film, l'autre film aussi, hein, entre nous. Peu importe. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'image intemporelle, celle qui fige dans le temps. Ça, hein.
un personnage, un visage ou un acteur. On va y revenir tout à l'heure, si vous le voulez bien, puisque vous avez choisi précisément une icône du muet. On va voir un extrait du Fils du Sheik pour que vous nous parliez un peu de Rudolph Valentino. J'ai quand même envie de savoir si c'était pas un peu votre modèle. C'est mon modèle. 1926, le Fils du Sheik. J'ai fait le même plan dans Boulevard de Rome avec Bardot. Mais il y a quelque chose enfin, ça a dû vous inspirer, cette image comme ça de séducteur très très glamour à l'époque. Et moderne. Oui, tout à fait. Visage moderne. Oui. Visage indémodable. Qui pourrait être aujourd'hui. Je lui ressemblais beaucoup quand j'étais très jeune, que j'avais des cheveux. Je m'étais même fait la petite cicatrice là. Il avait de l'humour. Il était hors du coup quand même aussi, hein, très jalousé. Pensez qu'il fallait une l'amant du monde. Tout à fait. Pensez qu'il fallait une dotation particulière pour passer comme ça au muet. Il fallait vraiment une expressivité beaucoup plus forte que les acteurs d'aujourd'hui. Moi j'en ai fait, hein, puisque mon premier film, grand film, c'était un petit cachet dans une énorme production. J'étais en noir et blanc dans un film en couleur et j'avais un rôle muet dans un film parlant. Bon, je commençais bien dans le cinéma. Le théâtre, c'est la voix, hein, et le geste. Le cinéma, c'est le regard. Alors, vous n'êtes pas carriériste, mais vous avez fait une très belle carrière et vous avez... Avec un seul air, quoi, voilà. Oui. Vous dites ça parce que vous avez l'impression... On vous a fait le reproche d'interpréter toujours le même personnage, ou en tout cas sur le même mode, d'avoir été vous-même à travers tous les personnages. Mon agent m'a reproché beaucoup de choses. Il m'a reproché d'avoir refusé les visiteurs pour aller jouer au polo à la boule. Bon, c'est vrai. Ça, c'est une belle connerie. C'est un bon agent. C'est un bon agent. On m'a reproché beaucoup de jouer le type qui se prend pas au sérieux. Alors que je vous ai dit que j'ai des grands moments de conneries où je me prends très au sérieux. Bon. Mais peut-être une façon de se défendre, justement, de ne pas souffrir de ce métier. Je ne peux pas supporter, moi, que 5 distributeurs, 4 metteurs en scène détermine ma destinée. Le fait de faire de la musique fait qu'en période de chômage du cinéma, le malheur ne m'atteint pas, la tristesse ne m'atteint pas. Rien ne me fait plus de peine que de voir des acteurs souffrir de ne pas travailler. Est-ce que cette désinvolture, est-ce qu'elle vous a empêché d'entrer dans certains types d'émotions au gré des personnages? Dans certains types d'équipes. Oui. Mais pas d'émotion. L'émotion, j'infantilise. Vous voulez, bon, mes maîtres, Marielle, Serrault, Galabru, puis plein d'autres hein, aussi. Hein, bon, Noiret, bon. On dit toujours, bon, tu fais ton premier film, tu fais ton dernier. Le métier, on s'en fout. Tu arrives à l'heure, tu sais ton texte. On s'en fout du métier. Le métier avec les journalistes, peut-être, j'en ai pas. Ou le métier avec les techniciens, tous ces gens qui sont là, derrière, dans l'ombre, puis qui sont vraiment, sans eux, on n'est rien du tout. Bon. Alors, peut-être que c'est le premier public que, quand on est un vrai professionnel, on arrive à accepter. Mais la caméra m'a jamais fait peur. Le trac, oui, parce que si, comme disait Jouet, oui. À une conne qui disait j'ai jamais le trac, il disait ça vous viendra avec le talent. Bon, d'accord. La nervosité et tout ça, mais la concentration. Je vais vous raconter une histoire que Serrault. Ce sont les cours de mes professeurs. Hein.
Michel Serrault me tirait ma chemise sur garde à vue au moment de ma scène avec Lino Ventura. Bon, je dis merde, arrête. Putain, c'est là que je me sors mon texte et tout. Là, je vends ma salade. Vous êtes les deux dinosaures en train de me mentir. Moi, de temps en temps, j'ai des trucs à dire. Bon, il me tirait ma chemise. Je me levais, j'avais mon pan de chemise qui sortait quand même. On était en train de parler d'une petite fille qu'on avait violée, enfin bon, bref et tout. Bon. Alors, je respecte les autres acteurs. Oui, tous les modes, oui. Parce que tout le monde a un mode de fonctionnement différent. Son système. Ceux qui sont des premières prises comme moi, ils souffrent pour jouer avec Depardieu, qui n'en a rien à foutre, qui apprend son texte au fur et à mesure des prises. Bon, pas de problème, il faut s'y faire, quoi. Hein. Mais il faut aussi respecter ceux qui se concentrent. Mais moi, j'y crois pas. Voilà. Alors, vous savez que cette émission, ce sont vos choix, bien sûr, vos choix dans votre propre filmographie, mais aussi dans le cinéma des autres. Là, on va revenir à vous. Dans un film mis en scène par un très grand acteur, puisqu'il s'agit de Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, metteur en scène du film Le Maître Nageur, une très belle scène avec Jean-Claude Brialy et Guy Marchand, bien sûr. Vous pouvez m'appeler Marcel, hein? Non, je préfère dire Monsieur Marcel, pour le moment. C'est comme vous voulez, hein? Yann? Monsieur Marcel. Vous m'êtes très sympathique, Monsieur Marcel. Mouette NC, 538 plus 5. Western Holdings, 114,30, sans Pardon. changement. C'est un film très particulier. Ah et Trintignant, qui n'a fait, sauf erreur, que 2 ou 3 films comme metteur en scène, comment est-ce que ça s'est monté, cette affaire, si je puis dire? Parce que déjà, Trintignant, metteur en scène, c'était pas classique. On était une bande, hein. J'étais le naïf de la bande, moi. J'avais un strapontin dans la bande. Et Trintignant, intérieur. Intellectuel. Ah, c'est encore plus mystérieux que ça. C'est attachant, c'est... je sais pas comment le définir. Il est indéfinissable. Cherchant l'anticonformisme, alors que c'est le mec le plus square que je connaisse. Et Marie et tout ça, enfin... Tendrement, hein. Je les aime tendrement, ils sont toujours là. Hein. Enfin, sur le film, il s'est passé des trucs. Hein. Oh là là. Des difficultés? Moi, je suis un petit peu paranoïaque. Il y a tellement de monde sur un tournage qu'il y a toujours une tronche qui ne me plaît pas. Et là, alors, vous avez eu des difficultés avec le metteur en scène Trintignant? Non, Ouais, mais il y avait un énorme mec qui terrorisait tout le monde et puis qui draguait ma femme. Bon. Donc, je ne savais pas quoi faire. Hein. Il faisait 2 mètres de haut. Je ne sais même pas quelle nationalité, anglais, australien ou quoi. Et quand il a vu qu'il était au milieu d'une bande d'artistes et tout, il a commencé à être le singe dominant du plateau. Vous voyez, comme il y en a. Hein. Je ne savais pas comment le faire. Face sud, face nord. Je me dis, il faut que je me le fasse, mais comment je fais quoi? Alors, je l'ai emmené en auto. Il devait le faire. Vous lui avez fait peur? Ah oui, mais on s'est fait peur tous les deux. On s'est planté sur une route là, de la Corniche et tout. Et alors, j'étais à l'hôpital. Alors, il me faisait des pansements sur ma jambe et il me remettait des poils. Et quand je me mettais dans cette piscine... Et c'était avant le tournage de cette scène? En plein dedans. En plein dedans. Vous avez un bon courage physique. J'ai peur de tout le monde, mais j'ai peur de rien. Mais c'est dû à votre... Enfin, vous avez un passé militaire, tout le monde ne le sait pas. Oh ben, comme Alain, j'étais à l'armée, j'étais... Combien de temps est-ce que vous y êtes resté? Un peu trop quand même, hein, presque 3 ans. Je voulais pas y aller. Mais quand on vous lit sur cette période-là, effectivement, on n'a pas l'impression que vous en gardez, non pas un mauvais souvenir, mais pas beaucoup de souvenirs. Je suis antimilitariste, mais la Légion, c'est ma famille. Je vais tous les 30 avril, je suis à la fête. Au bagne. Bon, voilà. Je mets toutes mes breloques, puis je vais...
D'ailleurs, vous n'avez pas porté Non. pas la décoration. J'ai toutes les rosettes, mais je trouve que ça vieillit terriblement. Pour vous, ça vous va, hein. Mais franchement, on se prend... Oui. Si vous mettez ça, alors là... Mais vous l'avez tout de même vécu. Je ne les ai pas mérités. Vous êtes plus sensible à la reconnaissance que vous ne voulez bien le concéder. Bien Par sûr. exemple, on a vu Al Jolson tout à l'heure, qui a obtenu une récompense américaine. Emmy Award. Voilà. Donc ça vous a tout de même caressé. Ah, forcément, on était vaniteux. Même s'il joue comme ça, le mec qui n'a rien à foutre. Non, la plupart du temps, c'est un peu comme les Césars. Moi, ça m'a plu de nommer et puis d'en avoir pour des Césars. Mais plus que la satisfaction des gens qui vous aiment, c'est que ça fait chier ceux qui vous aiment pas. Et Ça, c'est comme déjà moi, une j'ai bonne toujours eu des gens, souvent, me détestaient pour des défauts que j'avais pas et n'appréciaient pas les qualités que je pouvais avoir. Ça, à cause peut-être d'un physique démodé à un moment. Décalé. En ce moment, oui, ça passerait, le côté Banderas, mais là, effectivement, mon cran est parti. Bon, le côté latino ne me sert plus maintenant, mais à une époque, il m'aurait servi. Donc on était plus ringardisés avec ce physique de représentant de commerce en produits italiens. Qu'on ne l'est aujourd'hui. Qu'on ne l'est maintenant. Tout à fait. Donc on m'a souvent reproché des choses comme ça. Le fait d'avoir un passé à la Légion avec un petit côté réac, alors que j'en ai rien à foutre, moi. La droite, effectivement, m'a toujours un peu dégoûté, parce que le côté, les banques, le machin, bon, même le Fouquet, ça me gonfle. Bon. Mais la gauche m'ennuie. Oh, elle m'ennuie. Alors, on a souvent une petite étiquette. Et le fait d'avoir des récompenses, tout d'un coup, ça surprend tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui vous disent pas bonjour, tout font ah, oh, j'avais toujours dit que vous étiez un grand acteur. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas souffrir dans ce métier, que vous n'étiez pas non plus sensible à l'ornemental, notamment aux acteurs qui ne travaillaient plus ou qui vivaient un type de déclin. On va peut-être en redire un mot tout à l'heure, juste après cette scène qui évoque précisément ce thème-là, cette scène de Sunset Boulevard avec Gloria Swanson. Fantastique. Newsreel men are here with the cameras. Tell them to go fly a kite. This is no time for cameras. Now, Miss Desmond, is there anything you want to tell us? Cameras? What is it, Max? The cameras have arrived. They have. Tell Mr. DeMille I'll be on the set at once. What is this? Well, it's one way to get her downstairs. Mm-hmm. Let's have the car right outside. Okay? Everything will be ready, madame. Thank you, Max. You'll pardon me, gentlemen, but I must get ready for my scene. What's happening up there? Any statement? Why did you do it? Is your confession? Everything set up, gentlemen? On voit bien l'émotion, hein, j'ai beau l'air de dire ça c'est émouvant. Hein. En plus, j'ai vu tous ces films muets. Hein, et on sent bien la fuite du temps avec tout ce qu'elle emporte quand on est un... Et il y a William Holden, avec son manteau en cachemire. Ouais. Et vous disiez qu'en ce qui vous concerne, vous n'étiez pas sensible à cette fuite du temps. En tout cas, pour vous, votre carrière évolue ou continue dans ces différents registres, mais vous n'êtes pas nostalgique de vos propres temps passés. Non. Je veux pas. Je me défends. Je me défends, bien sûr, je me défends. On peut me surprendre. Mais non. Vous ne revoyez pas vos films, sauf circonstances. Je sais presque rien. Je n'ai même pas gardé à vue, vous vous rendez compte? Non. Et pourquoi pas? Ben, je ne sais même pas. Je ne sais même pas parce que Michel n'est pas là pour le voir avec moi. Bon. On parlait de ceux qui avaient débuté par la chanson, comme vous, avant d'aller au cinéma. On a parlé de Gabin, bien sûr. Gabin, tout le monde a oublié les Folies Bergères parce que c'était avant-guerre. Mais je vous parle de Gabin, bien sûr, puisque vous avez choisi un extrait de Touchez pas au Grisby. Vous, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur d'un trou de carrière comme celui, d'ailleurs, que Gabin a vécu après la guerre? Parce que vous aviez la musique? Oui.
Là, même là, bon, c'est le jeune cinéma. En plus, il y a eu de la télé. La télé m'a donné des subsides. Le Nestor Burma correspondait un peu à un personnage qui m'intéressait parce que je faisais un peu ce que je voulais. Donc, je m'amusais à faire des séries B, à copier des trucs, à mettre des gags, machin. C'était comme si je jouais dans le grenier de ma grand-mère, Nestor Burma. Qui d'ailleurs vous a pas enfermé, comme ça aurait pu être... Léo Mallet, avant de mourir, m'a téléphoné en me disant « Tes films, c'est nul. Mais c'est nul comme des séries B, c'est nul comme des petits films. Des noirs toi, américains, voilà, années 50. C'est nul, et toi, tu es mon Nestor Burma. Vous vous rendez compte? Un des plus grands surréalistes des romans de gare, enfin des vrais romans policiers. Qui vous dit ça avant de mourir? Qui vous reconnaît comme son personnage. On regarde le renouveau, le retour de Gabin, le Gabin d'après-guerre de Jacques Becker. Ça, c'est un film que je regarde en permanence. Touchez pas au Grisby, 1954. Dis donc, qu'est-ce que tu penses du Ramon? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? J'en pense rien, moi, de ton Ramon. J'en ai rien à foutre. La seule chose, je sais que le gros, il l'a pour la chouette, c'est tout. Enfin, je crois que ça devrait pouvoir s'arranger, quoi. C'est une question de bonhomme entre vous. Hein? Je sais pas ce qu'en pense Max. Tu connais pas Ramon, je crois. Non, je connais pas. Puis votre truc de cam, c'est spécial, hein. Non, ce qu'il vous faudrait, c'est un gars qui présente bien et puis qui a pas l'air déplacé au milieu de la clientèle, quoi. J'ai une maison sérieuse, bien cotée en haut lieu et qui m'a coûté beaucoup de pognon. J'ai pas envie qu'on me la ferme pour faire un avantage à monsieur Ramon. C'est un train de patin, ton Ramon. T'as qu'à le garder comme chauffeur, c'est tout ce qu'il peut faire. Là, ils sont tous là, les gros culs. Hein. Alors, ceux-là... Hein. Paul Franqueur. Lino, en Prince de Galles. Donc c'est naturellement de lui dont je vais vous parler maintenant, puisque on va arriver bien sûr à Garde à vue. Vous avez eu peur, puisque bon, le film est un huis clos à 3 personnages, est-ce que vous avez eu peur évidemment de vous faire dévorer l'espace par... Non, parce que j'avais réalisé mon rêve. J'étais le spectateur le plus proche du film. C'est-à-dire, il y avait des moments, j'oubliais mon texte, hein, ça m'est arrivé. Parce que vous étiez captivé, parce que vous voyez... Je regardais le film. Ouais. J'étais devant, je les regardais. En plus, c'est un film qui avait été tourné en ordre chronologique. C'est-à-dire, le début du film, j'entre dans le commissariat, je monte sur le truc, et la pluie qui tombe et tout. Bah, on regarde Garde à vue qui vous a valu, on l'a dit tout à l'heure, on a eu 2 Césars. Le César du premier pour Michel, et le César du second pour moi. Et on les a dédiés tous les 2 à Lino. Parce que le film, il est construit, la maison, c'est Lino. Là, et nous, on est les clowns dedans, on fait les cons, quoi. Garde à vue, Claude Miller, 1981. Comment vous faites? Vous y touchez, ça? Non. Non? C'est ça que vous faites? Alors dites, comment tu t'appelles, mon petit chat? Pauline. Oh, Pauline. C'est gentil, ça. C'est grognon, ça. Ah bah vous me faites mal, non? Toi aussi tu leur fais mal, hein? Toi aussi. Et vous êtes dingue! Qui c'est qui est dingue? Ne le bousculez pas trop quand même. Utilisez la garde à vue qu'en dernier recours. Dites donc, le crin-crin, là, il est pire que l'année dernière. Hein. Ne me dites pas qu'il est déjà en garde à vue. Bah si. Depuis 1h30. Oh là là, oui, je sais bien, c'était ça où il foutait le camp. Tu les as tuées toutes les 2, ordure. C'est pas de 2. Je suis pas fait mal du tout. Non. C'est un pas de 2. C'est lui qui s'avançait, c'est pas moi qui lui tirais les cheveux. J'adore Michel. C'était pas difficile de jouer avec quelqu'un qu'on connaissait aussi bien, que vous connaissiez aussi bien? Non, parce que c'est toujours quelqu'un d'autre, tout le temps, chaque fois. On voit pas on voit pas dans le fond de l'œil tout de même le... On essayait de pas déconcentrer Lino. Puis à la fin, il a dit, bon, et merde.
Il nous a invités à bouffer des pieds paquets, puis bon, c'est fini. Alors, dans vos choix, dans le cinéma des autres, il y a une curiosité, enfin une curiosité pour nous, mais vous allez me dire pourquoi, qui s'appelle Le Barbier de Sibérie. Le metteur en scène. Mikhalkov. Mikhalkov, qui était en compétition avec Piala quand il a fait son bras d'honneur, entre nous. Hein, bon. Et vous l'auriez plutôt donné. Oui. Hein, oui. Pourquoi? Oui, mais moi j'adore Piala, mais parce que le film était splendide. Et puis qu'il y avait un autre metteur en scène qui ne pouvait pas l'encadrer, Mikhalkov, parce qu'il est très... il est comme Milan Kundera, c'est des gens qui ont des ennemis. Et bref, bon, c'était une injustice. On va regarder ce Barbier de Sibérie. Puis la Russie, moi je suis passé à l'Est. Hein. À l'Ouest, rien de nouveau. Excuse me, madam, I don't want to bother you. Пасть, куда же они все запропастились? Just what do you think you're doing? Thank you, madam. Security, ma'am. Real bodyguards. Oh. An elite unit. We've been sent to protect. There's a maniac on the train. A head chopper. Oh. A terrorist. His accomplice is black. I've seen him. You have? Really? He's a short African prince. That's his government. All his victims are foreign women. Foreign women traveling alone. Widows, too. Especially foreign widows. C'est un opéra, hein, c'est... Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous l'avez découvert? C'était pendant le festival? Ce film-là? Ce film-là. Oh non, c'est ma femme qui me l'a fait découvrir. Elle arrive d'Irkoutsk, mais elle a découvert le cinéma français, mais qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle avait une licence de littérature française. La littérature, tout ce qui était écrit, l'écrit, elle était incollable. Moi, je confondais Stendhal et Balzac. Hein, bon. Et donc, je lui ai fait... D'ailleurs, c'est un grand élément de séduction, hein, parce que à partir d'un certain âge, vous m'avez vu, à un moment, je faisais de l'effet. Oui. Maintenant, ça marche encore mieux, je fais pitié. Mais c'est vrai. Vous êtes toujours très sévère avec vous-même. Et oui, avec la modestie. Oui, non, mais avec une personne, avec une grande propension ironique. Bien sûr, c'est de l'ego. À vous déprécier, ce qui naturellement suscite à juste titre tous les compliments. Voilà, I'm fishing for... Voilà. Donc vous disiez que vous lui aviez fait découvrir le C'est très le important, cinéma français. oui, et très importante, parce que je l'ai redécouvert en même temps. Mais est-ce que majoritairement, vous diriez que vous avez fait ce que vous vouliez au cinéma? Autrement dit, est-ce que vous avez pu opérer les choix je n'ai pas fait Monsieur Schmitt. Que vous auriez voulu faire? Que je veux faire. Que vous voulez faire. Voilà. C'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard, mais il faut... C'est pas évident, hein, bon... Un remake. Un remake. Là, je viens de faire des trucs. Bon, la télé m'offre des choses intéressantes. Je viens de faire un super film avec Jaoui, avec Laurent Jaoui, où je fais un vieux réac assez sympa. Il y a des rôles de vieux. Blier me disait toujours, il ne faut pas faire des rôles de victimes. Et dans Les Valseuses, il y avait un personnage abominable. C'était un rôle de victime. Vous savez, c'est comme un rôle de... Parce que ça vous marque dans... Non, il y a des rôles de victimes. Il y a des rôles de sac de sable. Donc les seuls rôles que j'ai refusés sont des rôles comme ça. Des rôles que je ne pouvais pas trahir. Je comprends. Des rôles de con. Alors Blier me disait toujours, tu vas travailler jusqu'à 80 piges. Parce que tu vas faire des rôles de cocu, des rôles de con, des rôles de réactionnaires, des rôles d'affreux Jojo. Ce sont des emplois intemporels. Ouais. Tu peux les accepter si tu peux les trahir. Les trahir, ça veut dire quoi? Les humaniser. Serrault, je raconte cette anecdote dans le livre. On était assis sur le bord d'un trottoir. On voit arriver une espèce de bagnole, une R25, je sais pas quand. Il descend un mec. C'est au mois d'août en plus. Il faisait une chaleur torride, chemise en nylon, les auréoles de sueur sous les bras, la cravate tire-bouchonnée abominable. Costume bleu pétrole, chaussures en crêpe,
petit attaché-caisse, tout chiffonné, tout merdier et tout. Il descend une gueule invraisemblable, pâle comme la mort, jaune, l'air avoir mal au foie. Oh, et moi, je lui ai dit une phrase, j'ai dit, regarde, j'aimerais bien rencontrer sa femme. J'ai dit ça seulement. Et Michel m'a dit d'un air très sérieux, et là, il plaisantait pas, il m'a dit, tu vois, tu t'en inspires, tu l'absorbes comme une éponge. T'es un César. Parce que c'est l'humanité qui passe. Quand je ne sais pas jouer, j'infantilise pour humaniser. Il y a des fois, on est perdu parce que le metteur en scène s'occupe d'un autre acteur, de l'actrice, tourner tout le temps avec des énormes actrices, Célier, Isabelle Huppert, des gens comme ça. Bon, des fois, il ne s'occupe pas de moi. Bon, il faut que je me démerde. Il fait de la direction d'acteur sur la dame. Vous avez souvent... il est réclamé par elle, hein, oui, pour faire le mari. Le mari. Oui. Notamment... Avec Isabelle Huppert, on ouvrait le journal au lit, comme un vieux couple. C'est justement avec Isabelle Huppert qu'on vous regarde maintenant dans Coup de foudre, de Diane Curis. Comment tu trouves? Elle te plaît pas? C'est Madeleine qui me l'a prêtée. Elle n'osait pas la mettre. Allez, retire ça tout de suite. Bah, qu'est-ce qui te prend? De quoi t'as l'air? Regarde ça. T'es tellement serré qu'on voit la marque de ta culotte. Ben voilà. Comme ça, il n'y aura plus de marque. Il n'y a plus de marque. Bon, bah t'as gagné, on n'ira pas du tout. Voilà, comme ça c'est parfait. Comment ça, on n'y va pas? Tu vas pas me gâcher ma soirée pour une fois qu'on sort? Tu veux avoir l'air d'une putain? Je sors pas avec une putain, moi. Bon. Eh ben moi, j'y vais toute seule. Au revoir. On est mariés depuis 20 ans, là. Hein. Tout à fait. J'adore tourner. D'ailleurs, chronologiquement, vous l'êtes à peu près. Oui. Vous avez vécu beaucoup de face-à-face de très grand prestige et de très grande qualité, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, acteurs ou actrices, dans des scènes en général plutôt bien écrites. Est-ce que vous considérez, comme d'autres acteurs, que c'est tout de même le metteur en scène par-dessus tout, que l'acteur est un instrument mineur? Parce que beaucoup d'acteurs disent ça en disant finalement, c'est le metteur en scène qui fait tout, qui fait le film, qui le porte. L'acteur ne peut pas donner grand-chose. Moi, j'ai besoin d'un metteur en scène. J'ai besoin de... Je ne pourrais pas faire un film. Je n'ai pas le sens de la synthèse. Et surtout, je maîtrise le moment. C'est tout. Mais il faut souvent me dire, attends, il va faire ça, et il a fait ça. Vous vous préparez comment? Vous apprenez le texte? Vous apprenez le texte? Je ne lis pas le scénar. C'est terrible, ça. Alors là, je vais en choquer. Mais c'est par paresse ou par... Non, non, justement pour rester dans le moment. Donc vous vous préparez pas? Non. Franchement, non, non et non. Par contre, Miller, Tavernier, Piala, tous ces gens merveilleux qui ont fait appel à moi, et d'ailleurs ça m'étonne encore maintenant, m'ont invité à déjeuner et m'ont raconté une histoire. L'histoire du film, l'histoire de votre personnage. Le film. Je leur disais, racontez-moi. Eh ben, moi, quand je lis un scénario, il me tombe des mains. La plupart du temps, il me tombe des mains. C'est idiot, parce que quelquefois, il faut savoir lire un scénario. Et oui, ça ne se lit pas comme un livre. Ça ne se lit pas comme un livre, voilà. Et donc, je n'ai pas le métier, et je ne l'aurai jamais, pour lire vraiment un scénario. Donc, quelqu'un qui vous raconte une histoire, et qui prend la peine de vous la raconter avec la passion qu'il a, et l'enthousiasme qu'il a, et l'espérance de faire un bon film qu'il a, ça me suffit. Alors par contre, je lis mon texte, je l'apprends au rasoir, et je connais le texte de l'autre acteur. Ce qui fait que j'écoute ce qu'on me dit. Face à face avec Philippe Noiret dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier, 1981. Qui me tutoie. Je vous expliquerai pourquoi. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Moi? Qu'est-ce que je suis censé avoir fait? Tu vas me répondre.
Réponds, nom de Dieu! Mais à te voir dans cet état, on croirait que j'ai tué quelqu'un. Tu l'as pas fait. T'as tué personne. Tué quelqu'un? Moi? Ouais, quelle idée. J'ai eu peur, hein. Le premier tue la soif, le deuxième tue les vers, le troisième tue la mort. Il m'a tourné l'essence, cette andouille de polo, là. À me répéter comme ça que je serais dans une sale situation. Des fois que tu les aurais butés, les deux mecs. Pauvre Lucien. Toi qui es pas foutu de faire du mal à une mouche. Et pourtant, tu l'as cru. Ah oui, je me suis dit, con comme il est. Peut-être pris au sérieux ce que j'y disais. Comme si tu pouvais me donner un mauvais conseil, toi. T'as pu croire qu'il était bon et que c'était pas une plaisanterie. Je sais faire la différence, écoute. Bon. J'ai fait un voyage terrible pour te sauver, hein. Je couche ici? Non, gros fifi. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être intimidé en face d'un acteur avec lequel vous jouiez? Oui. Oh ben oui, au début, toujours un peu. Ben là, moins pour lui, parce que j'ai commencé en lui filant des grands coups de pied dans le cul. Alors, bon. Et bon, alors, effectivement, ça crée des liens. Mais intimidé par la personnalité, par la carrière Non. Ventura, par exemple? Par l'homme. Pas par la carrière. Par l'homme. Donc, je suis impressionné par la personnalité de l'acteur, pas par son palmarès. Franchement. Et tous les acteurs ont quelque chose d'intéressant, hein, un mystère. Sinon, ils impressionneraient pas la pellicule comme ça. Et une scène comme celle qu'on vient de voir, une scène quand même assez longue, assez difficile, ça c'est quelque chose qu'on tourne une ou deux fois. Ça, c'est 2 fois, ça. On ne peut pas faire 15 prises sur une scène comme ça. Avec Philippe, je allais tout seul. Hein. Il faisait une chaleur torride en plus de ça, on n'avait pas à jouer. Moi, j'ai joué dans la montagne, j'ai fait la voix de Jackson un jour, il faisait -10. Il n'y a pas besoin de faire le conservatoire. Est-ce que vous dites, est-ce que vous vous trouvez meilleur lorsque vous êtes en face d'un très bon acteur, comme c'est le cas dans cette scène, en disant on joue mieux au tennis avec un bon joueur qu'avec un plus faible? Oui, bien sûr, oui. Ah bah oui, il n'y a pas à jouer, on joue pas là. On joue pas. On joue pas, il y a le gros qui est là, avec sa voix, tout. Donc qui tutoyait pas grand monde, mais qui vous tutoyait? C'est-à-dire qu'en rentrant d'une matinée où j'ai pas arrêté de lui foutre des coups de pied dans le cul, j'ai entendu sa grosse voix du conservatoire derrière qui faisait « Mon cher Marchand, après ce qui s'est passé entre nous, on peut se tutoyer. » Bon. Alors le dernier extrait que vous avez choisi... Je les aime tendrement, tous ces acteurs. Ouais. Alors on va en voir de très beaux, puisque le dernier extrait que vous avez choisi, c'est un classique d'Entre tous, film de 1950, avec Gene Tierney, Dana Andrews. Et vous savez que tout de même les acteurs de cette époque-là se protégeaient mieux que les acteurs d'aujourd'hui, parce que dans le choix de la scène, puisqu'il s'agit de Laura de Preminger, nous n'avons pas pu prendre une scène où Gene Tierney figurait à l'écran, parce que les droits qui sont attachés à sa personne, le film est de 1946, elle est morte depuis longtemps, sont encore protégés. Donc on la voit pas alors? Donc on verra Clifton Webb et Dana Andrews, mais on ne verra pas Gene Tierney dans le Laura de Preminger, 1946. Careful there. That stuff is priceless. Come in here, please. Mr. Lydecker? Oh, you recognize me. How splendid. Sit down, please. Nice little place you have here, Mr. Lydecker. It's lavish, but I call it home. I suppose you're here about the Laura Hunt murder. Yesterday morning, after Laura's body was found, I was questioned by Sergeants McEverty and Schultz. And I stated. On Friday night, Laura had a dinner engagement with me, after which she was ostensibly going out of town. She phoned and canceled our engagement at exactly 7 o'clock. After that, You ate a lonely dinner, then got into the tub to read. Why did you write it down? Afraid you'd forget it? Je mets des chapeaux. C'est mon enfance, hein, c'est... Je suis sorti d'un film en noir et blanc. D'ailleurs, je rêve en noir et blanc, figurez-vous. Est-ce que vous rêvez à l'image? En image, mais en noir et blanc. Ouais.
Donc je vous le disais, les acteurs savaient mieux se protéger à l'époque. C'est dommage parce que... Aujourd'hui, puisque ses héritiers reçoivent encore de l'argent lorsque même son image est projetée dans un extrait. Mais le scénario est fantastique. Fabuleux. Il est amoureux d'une fille qui est morte. Parfait. C'est parfait. Et tout d'un coup, il se traîne dans son studio et tout d'un coup, elle apparaît. Et moi, je suis sorti de ce cinéma complètement frustré, dépressif et tout. Quoique des petites brunes qui tenaient la distance avec Turney, il y en avait du côté de Belleville, hein, avec des haleines d'enfants mal nourris. Mais... Vraiment aussi belle. Nourrie par... En plus, c'est de l'art. C'est de l'art. Voilà. La photographie, chaque plan, on peut l'encadrer. Tout à fait. C'est un tableau. Et c'est un film qui, de surcroît, se distingue par la qualité extraordinaire de sa musique, ce qui va nous donner l'occasion de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Oui, mais c'est pas ma tessiture, hein, je vous le dis tout de suite. Dans cette émission, c'est-à-dire de terminer par une chanson qui va être la musique, la chanson de Laura. Je me suis bien amusé, hein. J'espère que mon visage n'a pas été trop mobile. Ma femme a dit, ne fais pas trop de grimaces, ne dis pas plusieurs choses, ne coupe pas la parole. J'accueillerai toutes ces revendications, mais je pense qu'elle sera satisfaite du produit. Et donc on va vous demander, comme je vous le disais pour la première fois dans cette émission... Je vais le parler parce que c'est trop grave. Hein. De Est-ce que je m'en rappelle sur la chanson de Laura. Laura. Laura, that's a face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. The loaf that floats in a summer night. C'est grave. But you can never cry. Merci. And you see Laura. Oh là là, c'est chouette ça. Salut, merci. Hein.